Europe 1 Soir. 19h, 21h. Stéphanie Demuru. Et nous sommes en compagnie de nos deux débatteurs de la deuxième heure, Nathan Dever. Bonsoir, Nathan Dever. Et bonne année à vous, absolument. Et rebonsoir, Georges Fenech. On va évidemment commenter l'actualité avec vous, notamment l'actualité dramatique aux États-Unis avec cet attentat cette nuit, la nuit dernière en Louisiane. Mais on va revenir quelques instants sur les vœux présidentiels d'Emmanuel Macron, suivis par 9,7 millions de téléspectateurs. On va en parler avec vous, Benjamin Morel, politologue, constitutionnaliste, maître de conférences en droit public à l'université Paris-Panthéon-Assas et auteur également du Parlement, Temple de la République aux éditions Passé Composé. Bonsoir Benjamin Morel. Bonsoir et bonne année. Bonne année aussi à vous. Alors, quand on s'en penche, ses oreilles du côté de l'Élysée, on nous dit qu'en gros, Emmanuel Macron explore toutes les voies pour recoudre le lien entre les élus et les Français. Est-ce qu'il était clairement dans cette ligne hier, Benjamin Morel ? Alors, si vous parlez de la question du référendum, elle est sujet à caution, tout bêtement, parce que elle a été déjà promise à peu près une fois par an par Emmanuel Macron, comme débouché potentiel à la tentative de révision en 2018, comme débouché à la crise des Gilets jaunes, puis au grand débat, puis ensuite à la Convention citoyenne pour le climat, puis ensuite aux rencontres de Saint-Denis. C'est une sorte de serpent de mer du quinquennat qui est peut-être, on y reviendra, encore plus difficile à manier aujourd'hui que naguère pour des raisons de détournement plébiscitaire et de pression vers la démission des oppositions. Donc il faut être extrêmement prudent. S'il n'utilise pas le mot référendum, c'est aussi à dessein, c'est pour s'ouvrir d'autres voies, consultation citoyenne, voire autre dissolution. Or, pour l'instant, il n'a pas fait un usage abusif du référendum, c'est le moins qu'on puisse dire par ailleurs. Je rappelle, et là c'est un point de vue constitutionnel, que le champ du référendum est restreint et qu'aujourd'hui, au vu de la jurisprudence, on peut plus faire ce qu'a fait le général de Gaulle naguère, c'est-à-dire un référendum constitutionnel ou hors des clous de l'article 11. Donc des sujets comme l'immigration, la fin de vie, etc. ne pourraient aujourd'hui probablement pas être soumis à un référendum, ce qui fait que le sujet, tel qu'il est demandé en tout cas par les oppositions, ne serait probablement pas celui qui serait soumis. Oui, vous avez devancé ma question, Benjamin Morel, parce qu'il dit, non, je vous en prie, c'était pas du tout un reproche, faire trancher les Français sur des sujets déterminants. Enfin bon, ce qui intéresse aujourd'hui les Français, c'est effectivement la réforme des retraites, notamment le budget. Tout ça, vous dites, ça sera pas le cas, c'est pas dans le champ de l'article 11 de la Constitution. Alors, le budget, on a des hésitations en droit constitutionnel, de vraies hésitations, on n'est pas unanime, mais c'est pas du tout une bonne idée, parce qu'imaginez-vous un budget qu'on est déjà très en retard, qu'on ferait voter par voie d'article 11 au mois de février, qui serait potentiellement rejeté, donc on n'aurait plus de gouvernement, plus de budget, et peut-être une pression pour la démission du président de la République, on est au mois de mars, c'est pas une bonne idée, on peut pas tourner sur des lois spéciales pendant toute une année, ça c'est une idée qui tourne, c'est clairement pas une bonne idée pour le fonctionnement de l'État. Donc c'est de manière générale une bombe à instabilité, c'est cette idée-là. La réforme des retraites, c'est possible en revanche, ça pourrait être une idée. Après, il y a la question évidemment de la pression du regard des marchés, de la pression du regard de l'Europe. Il y aurait la question de est-ce qu'Emmanuel Macron voudrait revenir sur l'une des réformes emblématiques de son deuxième quinquennat via référendum. Ça, c'est une question qui est plus politique, mais qui évidemment a pesé dans le choix des premiers ministres, donc qui pèserait sur le choix du référendum. C'est pourquoi j'y crois pas beaucoup. Ensuite, sur d'autres sujets, il y a en effet les cas de l'article 11. J'évoquais la question de l'immigration, c'est pas possible. Les questions sociétales, que ce soit des questions de fin de vie, d'ouverture, PMA, GPA, etc., tout ça, c'est pas possible. Donc, ça fait... Alors, la proportionnelle, c'est une possibilité, évidemment. Le problème de la proportionnelle, moi, je serais passionné par un débat sur la proportionnelle. J'adore donner 4 heures de cours sur la proportionnelle. Exactement. Mes étudiants, en règle générale, eux-mêmes me disent, monsieur, quand est-ce qu'on passe au chapitre suivant? Ce chapitre est un peu technique. Donc, évidemment, c'est un sujet fondamental, si vous voulez, mais vous allez faire la joie des constitutionnalistes, pas forcément la joie des Français. Vous allez encore avoir du travail, Benjamin Morel. Vous citiez la fin de vie. Alors, il y a déjà eu, justement, c'était une des deux conventions citoyennes du mandat d'Emmanuel Macron, convention citoyenne qui n'a pas vraiment été suivie. Bon, là, il se trouve que ça a été, pour le moment, suspendu, la loi sur la fin de vie. Mais est-ce qu'on suit vraiment ce qu'on nous dit? Regardez, vous le savez mieux que moi, le référendum de 2005, ce que ça a donné. Alors, c'est l'un des dangers
il y a deux dangers aujourd'hui, au-delà de la question du cadre du référendum. Il y a un danger qui est un danger de frustration démocratique. Vous avez en effet des Français qui considèrent que les derniers référendums ont été foulés aux pieds. Et c'est pas faux. On parle beaucoup de 2005, mais vous avez la question de la collectivité à statut particulier en Corse. Vous avez la question de Notre-Dame-des-Landes, de la fusion des départements en Alsace. Tous les départements qu'on a fait depuis tous les référendums qu'on a fait locaux ou nationaux depuis 2005, on s'est assis dessus. Donc évidemment, ça crée une frustration démocratique vis-à-vis de l'outil. L'autre élément, c'est que vous avez également un vrai risque plébiscitaire. Aujourd'hui, on a une pression pour la démission du chef de l'État. Qu'est-ce qui se passe très probablement? C'est ça, c'est que Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, une partie de la classe politique dirait, alors pourquoi pas un référendum, on est d'accord, mais attention, hein, souvenez-vous de Gaulle 1969, donc on est d'accord pour jouer le jeu, mais à condition que le chef de l'État mette sa responsabilité dans la balance et accepte de démissionner, ce qui évidemment ne serait pas forcément gage de stabilité. Oui, ça ne ferait pas plaisir à Emmanuel Macron. Une question à Benjamin Morel. Oui. Est-ce qu'il partage mon avis, à savoir que on a une fâcheuse tendance en France, quand on est sollicité pour un référendum, à répondre à celui qui pose la question et non pas la question proprement dite. Est-ce qu'il n'y a pas là un risque majeur pour Emmanuel Macron d'interroger les Français ? Alors, c'est un risque qui existe, qu'il faut quand même pas généraliser. Prenez 2005, on parle beaucoup de 2005, des sondages que j'aime bien citer, mais en novembre 2004, Jacques Chirac est à 36% de popularité. En mars 2005, il est également à 36%. Le oui au TCE est passé dans les enquêtes de 65 à 45%. Donc c'est également l'un des éléments de frustration quand on a dit aux Français non mais vous avez bien amusé, vous avez voté contre Jacques Chirac. En fait c'est faux, c'est-à-dire que c'est pas la popularité de Jacques Chirac qui a fait le switch. C'est vraiment une politisation de l'opinion contre ce traité à tort ou à raison, mais en tout cas contre ce traité. Donc c'est vrai, mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que l'aspect plébiscitaire, il est très dépendant du sujet. Il est surtout très dépendant du temps de la campagne. La force de 2005, c'est qu'il y a eu 6 mois de campagne, et donc il y a eu une politisation qui s'est imposée. En revanche, si vous faites un référendum relativement rapide sur un sujet qui plus est technique, le risque qui plus est qu'un président très faible, dont on parle déjà de la démission, c'est qu'en effet, là, et autre exemple qui pour le coup est un contre-exemple par rapport à 2005, s'impose ce qui s'est passé en 69. En 69, les Français ont assez peu voté, en fait, pour ou contre la fusion du Conseil économique et social et du Sénat. Ils ont surtout voté contre le général de Gaulle ou pour le général de Gaulle à dessein d'obtenir sa démission. Nathan Dever, vous vouliez interroger Benjamin Morel également. Oui, bonsoir Benjamin Morel. Alors, bonsoir. La proposition d'Emmanuel Macron, l'insinuation, on n'est pas sûr encore que ce soit vraiment explicite, attention. Mais de refaire des référendums, alors je ne sais pas si ça fait directement écho, mais en tout cas, l'historien Raphaël Dohan avait écrit au moment des législatives une tribune dans le Figaro où il appelait précisément en disant il va y avoir probablement un blocage de l'Assemblée. On ne pourra pas construire des grandes coalitions comme les régimes qui sont habitués à la vie parlementaire, à la démocratie beaucoup plus parlementaire. Et donc on aura cette possibilité. Et Raphaël Dohan reconnaissait évidemment qu'il y avait un blocage pour l'instant avec le fait que, en l'état actuel des choses, on ne peut faire des référendums que sur des sujets très précis, mais il appelait à étendre la gamme de sujets pour revenir vraiment à l'esprit que pouvait avoir le général de Gaulle au début, comme l'expliquait Benjamin Morel. Alors moi, la seule question que je me pose, et je ne sais pas ce que Benjamin Morel en pensera, je trouve que le référendum a une grande vertu, c'est qu'il permet de voter non pas pour des gens, mais pour des idées. Quand on fait une campagne électorale présidentielle, par exemple, le débat public est quand même parasité par des remarques psychologiques, descriptives. Est-ce que tel ou tel candidat, est-ce qu'il est éloquent, est-ce qu'il ne l'est pas, est-ce qu'il a telle ou telle qualité individuelle? On n'est pas dans de la politique. Au moins, et le référendum de 2005, c'était le cas, il y a un vrai débat qui se fait sur des idées. Est-ce que nous, on est capable aujourd'hui, vu la santé plus ou moins bonne de la démocratie et de la société française actuellement, d'avoir un débat public de qualité sur des sujets structurants qui pourraient donner lieu à des référendums? Benjamin Morel.
Oui, je pense qu'on peut. Et il faut démystifier le référendum, ou en tout cas lui enlever ses dents. La plupart des référendums, vous avez la moitié des États américains, la moitié des États européens qui ont par exemple des référendums d'initiative citoyenne. En Italie, il faut 500 000 personnes pour faire un référendum d'initiative citoyenne. L'Italie n'est pas à feu et à sang. En France, pour lancer un référendum d'initiative partagée, vous avez besoin de 4 900 000 signatures. C'est totalement déraisonnable et c'était fait pour ne jamais être utilisé d'ailleurs. Donc, vous voyez que là-dessus, on pourrait aller beaucoup plus loin. Après, le temps pour que le débat, la condition pour que le débat soit un débat serein, c'est en effet un qui pose la question. Quand vous avez un chef de l'État en bout de course, entre guillemets, ça ne peut que tourner en plébiscite. Et de l'autre côté, c'est le temps de la campagne. Si jamais vous avez 3 semaines, ça ne marche pas. Vous avez une polarisation et vous n'avez pas une réflexion. Si vous avez 6 mois, et là on a des méthodes, par exemple dans l'Ohio, vous accompagnez votre référendum d'une convention citoyenne qui n'a pas pour objectif de dire oui ou non, mais de préparer des argumentaires, vous voyez. Donc on peut avoir plein de méthodes pour, entre guillemets, accompagner et structurer une campagne pour faire que ça se passe bien. En revanche, il faut s'en donner le temps. Il ne faut pas en faire un gadget politique. Ce qui était évoqué hier, c'est potentiellement plutôt un gadget politique à dessein de revenir dans le jeu. Autrement dit, ça peut difficilement fonctionner et donner un débat sain. Oui, donc pas forcément opportun de la part d'Emmanuel Macron hier. Et pourtant, c'est ce qui pourrait peut-être le relancer s'il avait une forme de courage. Vous, en tant que constitutionnaliste et observateur avisé de la vie politique, vous lui conseilleriez justement d'opter pour un référendum sur justement les sujets importants pour les Français aujourd'hui ? Objectivement, ce serait pas le pari de la stabilité actuellement. Si on devait se lancer dans cette bataille-là, on aurait une assemblée très polarisée. En fait, qu'est-ce qui se passerait? Vous auriez Emmanuel Macron qui dirait référendum, résultat, que feraient les autres partis? Il dirait référendum, ok, mais à condition que vous mettiez votre démission dans la balance, Monsieur le Président de la République. À ce moment-là, on rentre tous en préélection présidentielle. Tout le monde part dans son couloir en considérant que le référendum va être le préalable à une nouvelle présidentielle. Évidemment, les Français votent à dessein. Résultat, il va être très compliqué de voter un budget, si je suis très pragmatique, et encore une fois, là, c'est vraiment ce qui est important. Et de l'autre côté, on va avoir une vie politique paralysée pendant 6 mois. Donc je ne suis pas certain que la stabilité du pays aujourd'hui gagnerait à un jeu de petits chevaux présidentiels rythmé par des référendums essentiellement politiciens. Mais justement, l'esprit de cet article 11, à l'origine, n'était-il pas conçu justement pour lever et surmonter parfois ces blocages parlementaires, Benjamin Morel ? L'esprit de l'article 11, c'est que vous avez un blocage entre les parlementaires et le gouvernement, ou entre les gouvernants et l'opinion, et le président de la République est un arbitre, et donc ce faisant, eh bien, il rend la décision au peuple. Et vous comprenez bien qu'ici, le blocage, il n'est pas sur un texte. Sur la réforme des retraites, par exemple, ça aurait pu être une idée sur la réforme des retraites, si on était en effet dans l'idée originelle de la Ve République. A priori. Eh bien, vous connaissez le résultat, mais vous avez une façon de trancher le sujet. Là, c'est pas le cas sur le budget, si vous voulez. C'est-à-dire que le budget, c'est un autre sujet. De même, aujourd'hui, quand on parle d'un référendum par principe, il ne s'agit pas de faire trancher, vous voyez. Là, il s'agit d'utiliser le référendum à dessein de faire un coup de tactique politique, et on se pose le sujet ensuite. Qu'est-ce qu'on met dedans après? Benjamin Morel n'ignore pas que lorsque le général de Gaulle a utilisé l'article 11, il y a eu une levée de bouclier, on a estimé qu'il avait violé la Constitution, il y a même eu des poursuites, on voulait le poursuivre devant la Haute Cour de justice. Il a utilisé l'article 11 précisément pour se passer finalement du Congrès où il n'avait pas la majorité. On a vu le résultat, il a obtenu finalement l'adhésion du peuple, puisqu'on est passé au suffrage universel pour l'élection du président. Donc cet article 11, si vous voulez, il est quand même... Il me pose un problème parce que il peut être utilisé contre l'esprit, à mon avis, de la Constitution. Alors, c'est moins le cas aujourd'hui parce qu'on a une évolution de la jurisprudence en 2005, ce qu'on appelle la décision Hochemaille du Conseil constitutionnel, qui fait qu'aujourd'hui, une révision constitutionnelle ou un référendum hors du cadre de l'article 11 ferait l'objet d'une annulation du référendum ex ante, c'est-à-dire via une annulation du décret de convocation. Donc, on pourrait plus avoir cet usage, je dirais, un peu hors l'écrit de l'article 11. L'autre aspect, c'est que quand De Gaulle fait ça, il accompagne ça d'un autre truc, parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passerait probablement pour François Bayrou si jamais on avait un tel usage de l'article 11?
c'est au revoir François Bayrou, oui. mot sans censure. Oui. Il n'y aura peut-être pas besoin de l'article 11, mon cher Benjamin Morel. Voilà. Et que fait De Gaulle à ce moment-là? Il renomme Pompidou et surtout il dissout l'Assemblée. Or là, vous avez un président qui ne peut pas dissoudre et qui, quand même il pourrait, n'aurait sans doute pas de majorité derrière. Donc ça évidemment neutralise un petit peu ce moyen d'action. Merci beaucoup Benjamin Morel, politologue, constitutionnaliste, maître de conférence en droit public à l'université Paris-Panthéon-Assas. Merci d'avoir été avec nous et n'oubliez pas, Roland Pérez vous accueille dans la libre antenne du lundi au jeudi à partir de 22h30 sur Europe 1, juste après les années Top 50, un moment d'échange en toute liberté, sans jugement ni tabou.